France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est l'émission qui vous parle et qui parle de vous, le LGF jusque 18h, ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous en ce mercredi très ensoleillé, l'été s'installe et qui dit été, qui dit soleil, rime avec Nargis. Bonjour Nargis. Bonsoir, bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va et toi? Et toutes nos félicitations au nom de toute l'équipe de la radio. Merci, pour ta soutenance merci. qui s'est bien passée hier. Oui. Très bien. Ouais. Et le retour de monsieur Damien Charles, comment ça va? Au top. Comment ça va monsieur Damien? Eh ben écoute, ça va très très bien. Je suis content de revenir au bon moment. La période estivale va être chaude en actualité. Ouais, Et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. absolument. Peut-être à défaut d'être chaude sur Paris. Hein. Oh là 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 là, quelle Attends, horreur les c'est quoi cette transports. punchline hein? Hein? Non, mais c'est juste que Paris l'été, c'est pas toujours hyper ensoleillé. c'est l'enfer. C'est tout. vrai. Vous avez prévu des vacances d'ailleurs tous les deux? Malheureusement non. Nargis? Cet été c'est boulot. Des vacances. Ah si, je pars une semaine en vacances. Ah, tu vas où? Dans le sud de la France, vers Avignon. Excellent. Sur le pont d'Avignon. Tu Voilà, vas au c'est ça. festival? Je vais essayer d'y aller pour le festival. Ah ouais. excellent. Ah, c'est Voilà. début juillet alors? Tu nous enverras des photos. Non, parce que ça se poursuit jusqu'à début août, donc ce sera plutôt fin juillet. D'accord, Voilà. ok. Donc, Nargis, si vous voulez la croiser, du côté d'Avignon, messieurs, dames, notamment ça. aux auditrices et auditeurs de Marseille. Je suis ravie de vous rencontrer. Bon, super. C'était bien la semaine dernière, hein, Cabaret Sauvage. Elle était ravissante, Nargis. C'était Hein. génial, franchement, ouais. Ouais. Ça m'a fait trop plaisir d'y être et de partager ce moment-là et de découvrir plein d'artistes que je connaissais pas. Donc voilà. Et ben voilà. Alors, de quoi allons-nous parler, ma chère Nargis, avec toi dans ton avis tranché? Un sujet qui m'a quelque peu interpellé. Tu veux nous parler des convertis? Voilà, c'est ça, c'est les convertis. Bon, le titre, on va dire, c'est convertis, virgule marginaux de la Oumma, point d'interrogation. Voilà, de leur traitement en général D'accord. au sein de la communauté. Coup de cœur? Coup de cœur, ce sera pour Pixis, une application qui est, enfin, une plateforme qui aide les jeunes à s'orienter. Parfait. Voilà. Mon cher Damien, on va parler de la circulaire de Gérard Collomb. Oui, on va surtout parler des soirées privées de l'Islam de France qui oula. vont se tenir cet été. Et Oui. je vais vous raconter un peu quel type de dress code, quelles seront les formalités donc pour ces assises territoriales. Ça promet. Hein, Un peu people. Ouais. Exactement. Oui. Coup de cœur? Alors coup de cœur, je parlerai d'un élu qui s'appelle Jimmy Parra, Oui. qui est conseiller municipal à Bagnolet et qui Oui. malheureusement a été agressé il y a 10 jours par un autre conseiller municipal de Bagnolet, double fracture de la mâchoire. Ah oui, carrément. Et ce soir, il y aura donc le conseil municipal de Bagnolet. On verra si des sanctions seront données par le maire en place. Précisons qu'il avait été aussi agressé sur Twitter par un certain Yacine Bellatar aussi. Hein. Également. Oui. Ouais, qui lui avait donné rendez-vous. Enfin, Yacine Bellatar en mode Kaira. Il a reçu beaucoup de coups ces derniers temps. Oui, c'est ça. Eh bien, ok, on en reparlera donc tout à l'heure. C'est parti pour le programme. Soyez les bienvenus, messieurs, dames. C'est votre LGF sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé le lancement d'une grande concertation destinée à réformer l'organisation et le financement de l'islam en France. Une concertation qui aura lieu d'ici le 15 septembre prochain. Nous y reviendrons également dans l'avis tranché signé Damien Charles tout à l'heure. AVS annonce qu'il ne certifiera pas cette année de moutons pour la fête du sacrifice. Une décision prise pour ne pas risquer d'enfreindre les règles religieuses. Nous vous dirons pourquoi. La question LGF aujourd'hui, déplorant les guerres menées par l'Arabie Saoudite contre des pays musulmans et des tarifs exorbitants, le syndicat tunisien des imams appelle à annuler le pèlerinage obligatoire cette année. Comprenez-vous cet appel? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Ça c'est pour le coup un vrai son de l'été, hein, l'Algerino. La BO de Taxi 5. Vous avez vu ou pas Taxi 5? Toujours pas. Toujours pas? Moi, j'ai vu Malheureusement. aucun taxi. Bah moi non plus. Oui. Sérieux? Oui, je fais partie de ces gens-là. Mais rien que le 1 quoi. Ah bah faudrait. Emilien. Ouais. Non mais ouais franchement j'ai vu pratiquement pareil comme Nargis, j'ai vu le 5. C'est pas non plus le grand film mais un très grand Malik Bentala. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Mais juste le 5 alors, t'as pas vu les... Non ceux non d'avant. non, Oh, le franchement ça premier, avec Diffental et Samir Nasseri, au top. c'est bien le 1998. LGF. C'est pas du tout une émission où on parle de cinéma mais bon. Ouais. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2, Nargis qui est avec nous et qui a réussi avec excellence sa soutenance hier. Rappelons le sujet que tu as proposé pour ta soutenance. Alors mon mémoire en fait ça portait sur les événements d'octobre 88 en Algérie. Donc le titre de mon mémoire c'est Enquête dans les sources et l'historiographie d'octobre 1988 à Alger. Et alors le jury comment il était Eh ben ils étaient ravis, ils ont dit que c'était un bon travail. Bon bien sûr il y avait des points faibles que je vais améliorer. Ouais. Mais globalement ils étaient vraiment satisfaits. Ouais.
Et tu sais comment nous aimons la réussite ici à France Maghreb 2, en particulier dans cette émission. Voilà. Donc peut-être Damien d'ailleurs, il voulait dire un petit mot là-dessus, non? Oui, j'aimerais faire une réhabilitation à propos de Nargis. On a un vrai problème au LGF, c'est qu'on écrit tous très mal son prénom. Oui, c'est vrai. À commencer par moi d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous épeler ton prénom? Alors c'est Narjis. Donc pas de G, pas de Z. Bien. Monsieur Mamie, voilà. Si vous nous écoutez, pas de double S. Voilà, mais, c'est ça. non mais c'est pas de sa faute, c'est la mienne. Parce que moi je l'ai écrit avec toutes les manières possibles et imaginables, donc le pauvre il a dû se dire... Je te raconte pas comment il est écrit dans mon répertoire, c'est une catastrophe aussi. Ah ouais. Donc il fallait faire cette réhabilitation. Ouais. Merci, bon, j'apprécie. Effectivement. Alors, la question du jour, on attaque directement avec déplorant les prix exorbitants du Hajj et surtout... c'est une moto, d'accord. Déplorant aussi le fait que l'Arabie Saoudite se comporte extrêmement mal avec des pays musulmans tels que la Syrie et le Yémen en particulier. Donc le syndicat des imams tunisiens a proposé à ce que l'on annule le Hajj obligatoire cette année. Ça c'est une proposition. Alors, sachez que ça coûte 11 570 dinars tunisiens, soit près de 4 000 €. Voilà ce que doivent débourser les Tunisiens qui désirent faire le Hajj. C'est ce qu'a indiqué Ahmed Adou, donc le ministre des Affaires religieuses, donc quelques mois derniers. Un Hajj qui coûte 200 dinars de plus que l'année dernière. Donc, pour cause d'ailleurs de deuxième taxe imposée par l'Arabie Saoudite. Environ 200 € d'augmentation quand même par rapport à l'année dernière, ainsi que du taux de conversion également entre la monnaie tunisienne et le rial saoudien. Une augmentation qui passe mal, hein. Le syndicat donc des imams tunisiens qui vient de demander au grand moufti de la République tunisienne d'annuler l'obligation du pèlerinage cette année. Il faut dire que le prix du voyage correspond à une trentaine de SMIC locaux quand même, et que ces imams préféreraient donc que l'argent dépensé le soit pour améliorer la situation économique par exemple. Mais selon le secrétaire général du syndicat des imams, l'aspect économique n'est pas la seule raison du boycott du Hajj, puisque l'organisation tunisienne reproche également donc à Riyad d'utiliser les bénéfices engendrés par le pèlerinage pour mener des guerres injustifiées. Le syndicat donc dénonce l'agression contre des pays musulmans comme la Syrie et le Yémen, ce qui est contraire à la loi islamique. C'est ce que tient à rappeler ce syndicat des imams. Alors dans un premier temps, c'est vrai que c'est recevable, mais on en parle, on est en fait un petit peu embêté, ennuyé par rapport au fait que effectivement ce soit un pilier, c'est le 5e pilier de l'islam, que ce soit obligatoire pour ceux qui en ont la possibilité et les moyens. Ça pose question justement. Alors est-ce que vous comprenez vous cet appel du syndicat des imams tunisiens, Damien? Oh bah moi il me plaît bien cet appel. Ouais. Bon déjà il y a quelque chose que je dois dire, c'est que moi comme tu le sais je suis assez engagé sur le plan de l'action sociale. Connaître l'existence d'un syndicat des imams, ça me vend du rêve. Ouais. Je trouve ça assez incroyable. Si on pouvait avoir la même chose en France, ça pourrait être que bénéfique. Sinon, bah oui, effectivement, sur le plan théologique, ça pose des questions. Après, bon, bah c'est un syndicat des imams, donc ils ont dû trancher la question entre eux. Déjà, on peut dire que y a quelque chose qui peut être fait dans cette circonstance-là, c'est que les gens qui ont déjà fait le Hajj, les inciter à ne pas le faire une deuxième, une troisième ou une quatrième fois, mettre la pression sur la Umrah, et pourquoi pas ensuite, les gens qui tentent d'économiser, qui sont en difficulté financière, mais qui tentent vraiment d'avoir le Hajj, les pousser à reporter. Ça peut être aussi une autre possibilité. Je ne sais pas après s'il faudrait l'avis d'un théologien, évidemment. Mais en tout cas, je pense que l'initiative a du sens. Je ne sais pas si elle est bonne, mais je pense qu'elle a du sens. En tout cas, elle est soutenue. Cet appel est soutenu par 81% des votants sur Facebook, ce qui m'impressionne un petit peu, parce que je m'attendais à beaucoup moins. Enfin, peut-être beaucoup plus partagé pour le coup. 80% des gens pensent qu'effectivement, ils comprennent en tout cas cet appel. Donc quelques commentaires qu'on a sur Facebook, ça n'a rien à voir, le pèlerinage est obligatoire pour les personnes qui peuvent le faire, il faut voir autre chose contre les Saoudiens, c'est ce que dit donc cet auditeur. Et puis qu'est-ce qu'on a comme commentaire aussi, voilà, Lila qui nous dit ça fait partie des piliers de l'islam, on ne peut pas aller à l'encontre des obligations, si moyen il y a, peut-être il faut trouver autre chose contre les Saoudiens. Nargis, moi je trouve également qu'elle a du sens, et juste pour par rapport à ce que tu disais que tu étais étonné qu'il y ait eu 80%, c'est ça 81% des gens qui comprennent cet appel. Après je pense sur que Facebook. Dans la question c'est comprendre en fait l'appel, c'est peut-être pour ça. Moi honnêtement je comprends aussi pourquoi il y a eu cet appel, étant donné voilà les circonstances dont tu as parlé, l'action de l'Arabie Saoudite, etc.
Et surtout, et le prix est exorbitant, c'est devenu un véritable business. Il y a des gens qui s'endettent même pour pouvoir faire le Hajj. Donc oui, je comprends l'appel. Après, comme tu dis, ça pose vraiment la question est-ce qu'on peut aller à l'encontre d'un pilier de l'islam qui est aussi important, même en tant que croyant. Voilà, c'est une action qui est cruciale parce que voilà, ça nous lave de nos péchés, etc. Donc on peut pas, enfin c'est compliqué, voilà, d'interdire ou d'annuler complètement ça pour des raisons politiques. Enfin, alors votre avis m'intéresse, hein, bien sûr. 01 40 33 9000. Comprenez-vous cet appel? Est-ce que vous, peut-être à titre personnel, vous êtes prêt à boycotter donc le Hajj pour ces raisons invoquées par ce syndicat des imams tunisiens, sur le fait que les prix effectivement soient exorbitants? Pour le coup, on parle de 4 000 euros pour la Tunisie, on est plus du côté des 6 000, 6 500 voire 7 000 euros pour la France, et sur le fait aussi que l'Arabie Saoudite, via le bénéfice du Hajj, mène des guerres non justifiées contre des pays musulmans tels que par exemple la Syrie, mais aussi le Yémen. Vos avis nous intéressent au 01 40 33 9000. Sur Twitter, on est à 85% oui, qui comprennent cet appel. Donc c'est étonnant, hein. Voilà. Oui. Donc la majorité des auditeurs qui nous écoutent, qui votent sur Twitter et sur Facebook comprennent cet appel. Effectivement, tu as bien fait de préciser la nuance, Nargis. Comprennent, ça veut pas dire que ils vont le faire, qu'ils appellent au boycott. Oui, ce qui est peut-être là la différence notable. C'est peut-être parce que eux aussi se sont déjà posé cette question-là d'ailleurs. Oui, et on ne s'interdit pas effectivement de se poser la question. On va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? C'est Fouad de Marseille. Bonjour Fouad, comment ça va Fouad? Et vous? Oui, très très bien. Alors Fouad, est-ce que vous comprenez cet appel et vous vous situez où vous, dans cet appel par rapport au syndicat des imams tunisiens? Écoutez, déjà moi je n'ai pas le droit, moi je ne peux pas boycotter dans la mesure où je n'ai pas le montant pour aller à la Mecque. D'accord, ouais. Vous n'avez pas réussi à avoir l'argent pour aller à la Mecque pour l'instant, mais est-ce que si vous avez le montant, Fouad, est-ce que vous poserez la question ou pas? Fouad. Allô. Moi, je ne peux pas boycotter dans la mesure où c'est un pilier de l'islam. Par contre, si l'Union arabe se mobilise contre l'Arabie Saoudite, là oui. D'accord, oui. Donc en fait, vous attendez une décision collective de l'Union arabe, pourquoi pas, pour appeler à boycotter? Que le monde arabe se manifeste, oui. Parce qu'il y en a qui sont en train de se gaver sur notre dos, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Très bien, merci Fouad en tout cas pour votre avis. Il y a un retour derrière vous, c'est un petit peu gênant. On vous salue en tout cas, ami Fouad, du côté de Marseille. Bon, alors l'Union arabe, faut peut-être pas non plus, c'est un peu utopique d'espérer que cette Union arabe appelle au boycott, d'autant plus que la plupart des pays arabes sont des alliés, en l'occurrence de l'Arabie Saoudite, dans tout ce qui est, voilà. Donc vous pouvez nous donner votre avis au 01 40 33 9000. C'est une question très compliqué, très difficile. Je crois qu'on avait déjà parlé de boycott, mais alors on aurait besoin de Monsieur Mani par exemple pour nous éclairer là-dessus. Au moment de la première guerre du Golfe, parce qu'à l'époque, donc c'était le Mufti Ibn Baz d'Arabie Saoudite qui avait fait une fatwa pour autoriser l'armée américaine à aller en Arabie Saoudite. Or, traditionnellement, dans les textes, il était dit qu'il était interdit à toute armée étrangère à venir sur la terre des lieux saints. Et je crois qu'à ce moment-là, il y avait eu des appels au boycott pour le Hajj. Ah oui. Mais malheureusement, j'ai pas de précision à donner là-dessus. Ouais, ça serait intéressant de voir. À l'époque, en tout cas, une partie du monde arabe avait crié à la trahison par rapport à cette décision. On va peut-être faire appel à notre ami Sofiane Lakhdari, qui je sais en ce moment, c'est pas le mondial. Oui, mais il regarde beaucoup le foot en ce moment. Tu sais qu'il a aménagé ses horaires pour être devant la télé, lui. Ah, tu m'étonnes. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir. Kamel, vous nous appelez d'où, cher Kamel? De Metz. De Metz, bienvenue à la Lorraine. Alors Kamel, quel est votre avis? Mon avis à moi? Oui, à vous, oui. Personnellement, depuis longtemps, je trouvais que c'était vraiment très très cher. Ouais. Et voilà quoi, en gros, je soutiens ce qu'ils font les Tunisiens et je pense même que on devrait tous s'y mettre et faire en sorte de changer tout ce qui se passe là.
Mais qu'est-ce que vous répondez, Kamel, à ceux qui disent, et à juste titre d'ailleurs, que c'est un pilier obligatoire et que il faut peut-être pas tout Jamel, confondre. hein, c'est Jamel, pas Kamel. Jamel, pardon. Qu'il faut Oui, peut-être pas tout confondre et peut-être penser à opérer une autre méthode de boycott contre l'Arabie Saoudite, mais le Hajj on peut pas parce que c'est un pilier obligatoire. Oui. Autre chose, je ne D'accord. saurais pas. Vous n'en avez rien à fiche de ma question, hein, c'est ça? dans tout ce qui se passe là-bas mais voilà quoi. En Ok. gros, moi je voulais juste intervenir par rapport à ça. Ouais. Je trouvais que c'était quand même une bonne idée par rapport à tous ces gens qui n'ont pas les moyens, qui aimeraient se consacrer à ce pilier. Vous c'est l'aspect voilà, financier qui attire votre attention. Très bien. Merci beaucoup, Jamel. D'autres, alors vous voyez, c'est chacun son petit truc. Hein. Jamel, c'est l'aspect financier. D'autres, c'est Jamel. Oui, Kamel, Oui, Jamel. Jamel. Pareil. C'est Jamel, ok. non, c'est Donc, pas pareil. et d'autres donc déplorent justement le bénéfice qui est engendré par ce Hajj pour l'Arabie Saoudite qui va mener des guerres injustifiées, notamment au Yémen. Rappelons quand même que le Yémen c'est la situation la plus dramatique en ce moment même dans le monde, sans que personne s'y intéresse. C'est à tel point d'ailleurs qu'il y a une conférence qui est organisée à Paris. Tellement Emmanuel Macron s'en fiche, il l'a complètement boudé. Donc voilà, et quand on apprend notamment qu'il y aurait des Français également qui seraient là-bas au Yémen, puisqu'il y en a qui ont été capturés, des forces spéciales françaises dans un port au Yémen, donc ils vendent des armes en Arabie Saoudite, à l'Arabie Saoudite, pardon, pour intervenir au Yémen, et qui plus est, il y a des gens également qui sont sur les terrains. Donc ça pose quand même question sur l'implication de la France. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Christophe, c'est Amar. Salut Amar. Bonjour Amar. Amar, il nous appelle d'où? Du 93. Du Là, 93. je suis sur le périph', là. Ah, Voilà. sur le périph', bah écoute, bonne route, hein, Oui. Amar. Oui. Ouais. Oui, j'appelle à propos du pèlerinage Oui. pour le boycott, en fait. Oui. Parce que moi, je trouve ça, c'est justifié, hein, ce qu'ils font, là, les imams. Et c'est, comment dire, l'Arabie Saoudite, je pense que avec les moyens qu'ils ont, Dieu leur a donné un héritage, c'est le pétrole et puis le pèlerinage. Et je pense que le pèlerinage, ils s'en font pas bon usage d'argent. Pas du tout, hein. Ah bah Absolument ça, oui, pas. c'est clair. Et je pense que cette idée-là, il y a longtemps, déjà longtemps qu'on en parlait, et je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait dû faire ce raisonnement. On aurait dû boycotter il y a longtemps. Parce que avec cet argent-là, ils se permettent de faire des guerres, de tuer des malheureux, et en fait en islam, et en plus quand tu les vois que, je suis désolé avec les alliés qu'ils ont, Israël, franchement moi je suis partant pour tout à fait. Et je pense que Dieu nous pardonnera pour le fait de boycotter, de pas aller au pèlerinage. J'ai fait moi en 2011. Il m'a coûté 4500 € seulement le pèlerinage. Hein. Je compte pas les frais, ça m'a coûté pratiquement 2000 € de frais en plus. Ça va. Ah oui. Alors j'imagine ça c'était en 2011. Hein. Imaginez un peu maintenant. 6 000 € jusqu'à 7 000 €. Ouais, jusqu'à 7000, voire même plus d'ailleurs. Alors, Ouais. Quand il y a 5 à 6 millions de personnes qui vont, bah faites le compte. Bah, je pense que ça fait des bonnes petites guerres. Hein. Il y a de quoi se défendre. Hein. Merci Amar pour ton avis. Donc prêt à boycotter. Moi Amar. c'est 100%, moi je pensais que si les musulmans peuvent se mettre d'accord et boycotter totalement, c'est le seul moyen qu'on peut atteindre, je pense à l'Arabie Saoudite, on peut pas les atteindre par d'autres moyens, parce qu'ils ont quand même une certaine puissance, ils sont quand même bien protégés par les Américains, par Israël, je pense qu'ils ont des contacts bien solides. Le seul moyen de les atteindre c'est dans le portefeuille, je pense. Oui, alors est-ce que tu aurais eu la même... Vraiment, Amar, est-ce que tu aurais eu, réponds-moi là avec sincérité, est-ce que Oui. tu aurais eu la même réponse, la même réflexion si tu n'avais pas eu l'occasion de faire ce pèlerinage? Honnêtement, ma femme elle l'a pas encore fait. Et ben si demain elle voulait y aller, je lui dirais non. Et je pense qu'elle ferait pareil. Merci Amar, Magnifique. merci pour ta franchise et ta sincérité, à très bientôt. 01 40 33 9000. Le problème c'est que il est difficile de faire entendre ça aux personnes âgées qui pour le coup se disent mais j'ai encore la santé pour y aller, peut-être que l'année prochaine ne sera pas le cas. Alors peut-être voilà. qu'il faudrait réfléchir, et la proposition a été faite hier par Nadia Lazouni ici sur notre antenne, c'est pourquoi pas au moins de 40 ans par exemple de dire bah voilà on boycotte. Ça peut être une des propositions bien sûr. Solution très intéressante. Oui, c'est vrai. Absolument. Mais après, il l'a dit, c'est le meilleur moyen d'influer sur un État aujourd'hui, et on le sait par rapport à la question israélienne, on ne cesse de le répéter, c'est de taper dans le portefeuille. Et le boycott, c'est ce qu'il y a de plus C'est la efficace. meilleure arme aujourd'hui. Bah oui, bien sûr.
pour se faire entendre, quoi. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que le pèlerinage aujourd'hui, financièrement, c'est la soupape de sécurité de l'Arabie Saoudite. Depuis 10 ans, l'Arabie Saoudite a été très fragilisée par le cours du pétrole, qui a chuté à 2 reprises jusqu'à $30. Et ils ont commencé à paniquer parce que tout le revenu du fonctionnement de l'État saoudien est indexé sur le cours du pétrole. Et derrière ça, leur soupape de sécurité financière, c'est le pèlerinage. Oui, parce que c'est intemporel, c'est quelque chose qui sera toujours là en fait, donc ils peuvent toujours se reposer là-dessus, faire monter les prix quand ça va mal, et voilà. Donc, et pourquoi pas aussi exactement. réfléchir à une plaque tournante de pays musulmans qui géreraient les lieux saints, par exemple. Ah oui. Ah bah oui, mais on est pas près d'y arriver. Déjà qu'on on n'arrive Ce pas à se rêve-là, mettre d'accord sur les guerres. il remonte aux années 20 avec le shérif Hussein. Et à l'époque, les Saouds l'ont dégagé, mais c'était le projet dans le grand royaume arabe, c'est de faire une gestion tournante. Ouais. Myriam est avec nous au standard. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Allô? Vous nous appelez d'où, chère Myriam? De Paris. De Paris. Oui, alors on vous écoute Myriam. Bien, écoutez, moi j'ai répondu oui à votre question sur Facebook. Oui. Et ça fait longtemps que à chaque fois je mets des mots sur le boycott, parce que moi je trouve scandaleux le comportement dans tous les domaines, parce que même vis-à-vis des sites musulmans, on voit bien ce qu'ils ont fait. Donc boycotter, c'est vrai que c'est difficile de boycotter un pilier de l'islam, mais la Umrah, elle n'est pas obligatoire. Vous avez des gens qui font 5-6 Umrah, c'est devenu à la mode. Déjà commencer par ces choses-là, et puis des gens qui ont déjà fait un Hajj et une Umrah, c'est pas la peine qu'ils retournent une deuxième fois. Et je suis sûre que ça va les toucher. Et je parle pas des prix du Hajj, parce qu'il y a des prix à 8 000 €, et quand c'est deux personnes, c'est 9 000 et quelques. Donc franchement, c'est un business qui est devenu intolérable, parce que les petits gens, ils peuvent pas faire leur pilier de l'islam. Donc, merci Myriam pour votre appel et votre prise de position dans cette émission du Grand Forum, pour cette question épineuse et difficile, compliquée. Oui, difficile, mais il y a des moyens quand même. Le boycott, c'est reconnu. Merci Myriam, à bientôt du côté de Paris. Alors j'en parlais tout à l'heure, Nargis, auditrice auditeur d'Amiens, et Emmanuel Macron donc qui ne participera pas à la conférence internationale sur le Yémen qui se tient aujourd'hui à Paris, conférence humanitaire pour la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies, c'est pas moi qui le dis, des millions de personnes au bord de la famine. Ambition de cette conférence revue à la baisse, donc elle ne se tient finalement qu'avec des experts et sans les ONG qui dénoncent le rôle ambigu de la France dans cette histoire. Paris vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui dirige donc la coalition arabe contre la rébellion. Radia Al-Moutaraqi, qui est présidente d'une organisation yéménite de défense des droits de l'homme, elle est exilée au Liban, et depuis quelques jours après avoir été arrêtée au Yémen par les forces de la coalition. Voici son témoignage. Je n'ai pas de mots pour décrire le désastre au Yémen. Il est très triste de voir des pays comme la France ne rien faire, alors qu'ils pourraient faire beaucoup pour arrêter la guerre au Yémen. Les pays riches du Golfe ne sont pas les seuls responsables des violations des droits de l'homme au Yémen. Des pays très civilisés et développés le sont aussi. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis. France, UK, US. Alors, au-delà du manque de prise de position de la France, les membres d'organisations de défense des droits de l'homme, telles que Hélène Leger, responsable au Moyen-Orient, critiquent notamment surtout les ventes d'armes, de la France à l'Arabie Saoudite. C'est quand même assez malheureux de devoir expliquer aux députés quels sont les engagements internationaux de la France en matière d'exportation d'armement. Il n'appartient pas à la France de se dire ça va me rapporter tant, c'est intéressant diplomatiquement, c'est intéressant pour la lutte antiterroriste, mais d'un autre côté il y a des risques pour les civils, on va essayer de faire une espèce de balance. La France a été tout à fait leader pour faire adopter ce TCA et la position commune de l'Union européenne, et les deux sont clairs. S'il y a un risque que les armes soient utilisées pour commettre des violations graves du droit international humanitaire, on n'autorise pas l'exportation. Si la conférence, en tout cas de ce mercredi, a perdu son importance diplomatique, les organisations non gouvernementales espèrent tout de même que des décisions seront prises quant au soutien des opérations humanitaires. Ça, on peut espérer en tout cas, et je rappelle que des agents spéciaux français ont été capturés dans un port au Yémen, travaillant visiblement pour le compte de l'Arabie Saoudite. Un petit mot là-dessus, je sais que le Yémen c'est un truc qui t'intéresse, Damien, et que tu suis un petit peu quand même. Que te dire ?
On n'est pas face à la même tragédie que la Syrie, parce qu'on est déjà sur un territoire un peu plus petit. Ouais. Et en fait, les zones de combat, les zones de tampons sont moins importantes, mais on est face à une tragédie sur le plan humanitaire qui est beaucoup plus impressionnante. Ouais. 9 millions de personnes concernées. Hein. Et le principal problème lié à ce drame humanitaire, c'est le fait que les populations sont prises au piège. Et que, du fait de la mer notamment, il est très difficile de fuir et de se réfugier à l'étranger. Il n'y a que l'Arabie Saoudite au nord, ou sinon il y a la Somalie en face, d'où l'arrivée massive de civils yéménites en Somalie, pays déjà largement en difficulté sur le plan humanitaire. Ce qui est terrible, et plusieurs ONG en ont parlé dans le cadre de cette conférence, c'est de dire que aujourd'hui on a un port donc qui est bombardé nuit et jour. Parce qu'une bataille stratégique a été lancée, c'est à Hodeida. Et à Hodeida, on a un espace qui est donc stratégique à la fois pour les Houthis, donc les combattants chiites, parce que c'est par là qu'ils reçoivent des armes de l'extérieur, notamment de l'Iran, mais c'est aussi là que transitent les 3/4 de l'aide humanitaire. Et donc, aujourd'hui, on a des bombardements à géométrie variable par la coalition saoudienne. Ouais. Qui touche, l'objectif est de toucher les Houthis et limiter l'importation d'armes, mais dans le même temps, les dégâts sont très très importants, et dans cette toute petite zone, on a 600 000 personnes environ qui sont confinées et qui ne peuvent aller nulle part. Et aujourd'hui, on attendait de l'État français de faire quelque chose, essayer d'organiser un cessez-le-feu dans cette région, parce qu'on va tout droit au massacre. Mais est-ce que la France, finalement, n'est pas un peu hypocrite dans le genre où elle n'ose pas s'impliquer parce qu'elle sait qu'elle a des choses à se reprocher quelque part? Ah, mais de toute façon, pour être le médiateur, il faut pouvoir parler avec les deux parties. Ouais. Or là, la France a choisi son camp. Elle vend des armes aux Saoudiens. Si elle a tenté d'envoyer un émissaire à Sanaa, donc chez les Houthis, et ils ont dit, mais il n'en est pas question. Il va lui arriver des bricoles. Nargis, rapidement là-dessus sur le Yémen, est-ce que c'est un sujet que tu regardes un petit peu quand même? Très peu, je dois l'avouer, et je trouve que d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de sensibilisation dessus. Je trouve que la Syrie, on entend beaucoup plus parler que le Yémen. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qui se passe au Yémen, et juste par rapport à ce que tu disais sur la réaction de la France, moi ça m'étonne pas en fait qu'on continue de bafouer les lois européennes. Enfin, c'était l'intervention que tu as fait passer. On continue à bafouer toutes ces lois là, et voilà, non, ça m'étonne absolument pas qu'il y ait ce boycott de cette conférence. Dans un instant, retour sur les territoires français, on va parler de la circulaire de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Apparemment des choses qui se préparent sur les soirées de l'islam de France, avec Damien Charles, la vie tranchée, à suivre dans un instant. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Dans un instant, on l'a appris là il y a tout peu récemment, AVS qui décide de ne pas certifier les moutons pour la fête de l'Aïd. On aura au téléphone dans quelques instants le chargé de communication chez AVS pour nous expliquer la raison de cette absence de certification pour cette année. On va évidemment en parler. Je vous rappelle la question du jour évidemment à propos de cet appel du syndicat des imams tunisiens qui appelle à boycotter le Hajj, qui appelle le grand moufti de la Tunisie donc à boycotter, à annuler le Hajj obligatoire cette année en raison du prix exorbitant du Hajj, et surtout en raison aussi du bénéfice engendré par l'Arabie Saoudite du Hajj, et qui fait avec cet argent donc et avec ce bénéfice qui mène des guerres injustifiées telles que le Yémen et la Syrie. Comprenez-vous cet appel? Et pour l'instant vous êtes en grande majorité à comprendre cet appel, que ce soit sur Facebook mais aussi sur Twitter, Facebook France Maghreb 2 pour voter, ainsi que Twitter LGF officiel. Pour l'heure, et avant de retrouver donc notre responsable chargé de relations chez AVS, la vie tranchée de Damien Charles. Jingle. Avec Damien Charles, on va parler donc des soirées apparemment très sympathiques qui se préparent de l'islam de France pour cet été. Eh bien, on y va, c'est parti pour cet avis tranché. Il faut y super. Closer nous en a fait la révélation il y a quelques jours. Gérard Collomb, notre ministre de l'Intérieur,
et du sale boulot, a fait parvenir une circulaire à tous les préfets de France. Motif, profiter de la période estivale pour organiser des soirées privées de l'islam de France. Alors l'idée ne date pas d'hier, évidemment Christophe, l'initiative avait déjà été prise en 2015 et surtout en 2016 pour fêter la création de la Fondation pour l'islam de France. Malheureusement, Jean-Pierre Chevènement à l'époque avait demandé aux musulmans de se tenir discrets. Alors évidemment, ils se sont fait tellement discrets qu'au final personne n'est venu à sa petite sauterie. Bon, mais pour cet été, c'est différent et Collomb a décidé de mettre les grands plats dans les petits et de passer en force. Le gouvernement aura le monopole de la soirée Islam de France, ou alors il ne sera plus gouvernement. Les préparatifs seront décidés dans la discrétion des préfectures, pléonasme, d'ici le 15 juillet. Et je vous avoue que Gérard Collomb nous a prévu un programme très alléchant. Ça mérite un petit peu de musique, ça, Christophe. Gérard Collomb, c'est le king de l'iftar. Comme les huiles du CFCM le surnomment, pour la simple raison qu'il descend les verres de lait, évidemment plus vite qu'il n'expulse les réfugiés. Notre Gérard Collomb a prévu pour cet été des assises territoriales. On s'assoit, on se pose en atelier, en table ronde, on sirote un peu et on propose. Les préfets font remonter l'ambiance de la soirée et puis évidemment, Gérard à la fin dispose. Mais de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de ministre du culte, de formation pour le culte, de lieux de culte, de cimetières cultuels, de financement de culte. C'est tout. Mais non, on va parler radicalisation aussi, évidemment. Alors, ça vous botte ou pas, Christophe ? Non. Hélas, comme toujours, il n'y aura pas assez de place. Et comme toujours, il faudra se battre pour gagner son ticket, car toutes ces soirées sont privées. L'important pour ne pas se faire refouler, chères auditrices et auditeurs, c'est le dress code. Et évidemment le formalisme. Et la circulaire de notre Gérard Collomb de l'Intérieur nous donne évidemment des indications sur cette tenue correcte exigée pour pouvoir participer. D'abord, pour entrer, ne pas oublier votre certificat de compatibilité avec les valeurs de la République. Il pourrait vous être demandé, et je ne blague pas, c'est écrit tel quel. Pour les habitués, n'hésitez pas à apporter un panier pour apporter un peu de roubs chez vous. Il devrait en être proposé à tout le monde. Sur le chapeau ou sur le foulard des dames, une guirlande lumineuse serait la bienvenue en signe d'intégration, car je vous rappelle que nous célébrerons ensemble l'islam des Lumières. Enfin, un conseil quand même, mesdames, dans ces soirées plutôt classe, le foulard, ça la fout mal. Et surtout, plus généralement, rappelez-vous, c'est une soirée laïque. Alors, s'il vous plaît, pas trop de signes ostentatoires. Bon, en fait, le profil des invités a également été suggéré dans cette circulaire, Christophe. On aurait donc des responsables du culte, comme d'habitude, mais, on aurait une nouvelle catégorie socio-professionnelle suggérée par Gérard Collomb, les musulmans qui ont réussi. Et où sont un exemple de réussite. Oui, ça aussi, c'est écrit noir sur blanc. Bon, on va résumer. Les responsables du culte qui sont invités, c'est le clergé. On a des gens qui ont réussi, et ça porte un nom en grec, c'est ce qu'on appelle l'aristocratie. Donc on a le clergé, l'aristocratie. Mais il manque quelqu'un. Bah oui, c'est nous. Et durant la Révolution française, on appelait tous les autres, tous ceux qui ne sont pas dans le circuit, le tiers-état. Et ben aujourd'hui, vous et moi, on est le tiers-état de la communauté musulmane. Et bien évidemment, nous ne serons pas invités durant toutes ces soirées privées. Et comme le disait Mandela, si t'as pas ta place à table, ça veut dire que t'es sur le menu. Sauf si nous décidons d'y aller à ces assises et de nous y imposer. Mais ça, c'est une autre histoire et je vous en parlerai, Inch'Allah, la semaine prochaine. Alors, j'ai juste envie de te dire un truc. Gérard, s'il te plaît, tu nous écoutes ? Merci Damien, effectivement, par rapport à cette circulaire, on en reparle dans un instant, bien sûr, avec Damien Charles Nargis Laoufi. Pour l'heure, on va parler d'un autre sujet qui nous a interpellé. On a appris effectivement que cette année, pour l'Aïd el-Kébir, l'Aïd al-Adha, on a appris que AVS avait décidé de ne pas certifier les moutons. Alors on s'est posé la question, pourquoi? On a cherché à comprendre, à savoir. On a appelé donc du coup AVS et nous sommes avec Fouad Imaren qui est chargé des relations chez AVS. Bonsoir Fouad Imaren. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors pourquoi AVS décide cette année de ne pas certifier les moutons de l'Aïd? Alors oui, effectivement, on a communiqué depuis hier soir sur notre décision de ne pas sacrifier les ovins, donc les moutons de l'Aïd al-Adha pour 2018. Mais on peut toujours continuer à certifier pour les vaches, tout ce qui est l'ordre des la race et la catégorie des bovins, pardon. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que cette année, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent,
à l'accoutumée, donc les périodes de naissance des agneaux, elles ont lieu en début d'année, entre janvier, février, mars, autour du premier trimestre. Et déjà l'année dernière, on s'est rendu compte que l'âge des agneaux allait être un âge très très jeune. Donc, et cette année, on s'est rendu compte, en fait, après vérification, qu'on n'allait pas avoir des moutons, des agneaux qui dépassaient les 6 mois. Pourquoi les 6 mois? Parce que pour que le sacrifice de l'Aïd al-Adha soit validé, il y a 5, grosso modo, il y a 5 conditions. La première, le sacrificateur doit être musulman. La deuxième, c'est que l'animal ne doit être atteint d'aucune difformité, pas de problème de santé visible. Que la personne qui opère le sacrifice doit prononcer le nom de la personne pour qui est dédié le sacrifice. L'animal doit être sacrifié qu'après la prière de l'Aïd. Et l'élément important pour lequel, qui nous a poussé à nous positionner cette année, qui est que l'animal à sacrifier doit dépasser un certain âge particulier. Et l'avis général des savants, sur la base des hadiths évidemment, c'est que la bête doit porter une dentition qui représente une année de vie. C'est-à-dire que la bête doit dépasser au moins une année. D'accord. Ça veut dire, Fouadi Marraine, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne trouve pas de moutons qui soient âgés d'au moins 1 an pour que vous puissiez les certifier, les proposer au public. Est-ce que finalement, cette décision que vous avez prise, tout à fait respectable, n'engendre pas trop de risques dans le sens où l'Aïd el-Kébir aura lieu au mois d'août et que la plupart des musulmans d'origine du Maghreb ou d'ailleurs seront et vont passer l'Aïd, j'allais dire, dans leur pays d'origine. Est-ce que là, vous prenez pas trop de risques finalement cette année? Non, c'est Parlez bien devant votre téléphone s'il vous plaît, parce qu'on vous entend assez mal. Parlez bien devant votre téléphone, merci. Je disais que c'était indépendamment de la présence ou l'absence des musulmans sur le territoire français pour célébrer la fête de l'Aïd. Nous, notre souci premier, c'était de répondre aux 5 critères qui valident le caractère sacrificiel de l'Aïd al-Adha. On s'est rendu compte que l'un des éléments les plus importants ne peut pas être garanti, et nous on ne veut pas assumer cette responsabilité de dire aux gens, même si on a que très peu qui vont rester, que la majorité pourrait éventuellement passer l'Aïd al-Adha dans le pays d'origine ou dans le pays de la famille, nous on ne peut pas s'aventurer sur quelque chose qui est fondamental sur le principe religieux, l'exigence de l'âge. La bête, il faut qu'elle atteigne un certain âge. Alors les années précédentes, on arrivait à prendre l'avis minoritaire, mais qui pouvait satisfaire tout le monde. Bien près de votre téléphone, s'il vous plaît, monsieur Marraine, parce que la communication... Il est presque collé à ma joue. Voilà, bougez plus, là, c'est parfait. Je pense que vous utilisez un kit Malib, c'est ça? Non, pas du tout. Ah bon. Pas du tout. Il est collé à ma joue, je l'ai oublié mon kit Malib. D'habitude, je travaille avec un kit Malib. Mais dans tous les cas, voilà, l'idée, c'est que nous pouvons garantir aux musulmans que les bêtes qui vont être sacrifiées dépassent les 6 mois. Ça, on ne peut pas le garantir pour la simple et unique raison que les agneaux, contrairement à le mouton à sacrifier, contrairement à ce qu'on peut vivre dans les pays du Maghreb, où c'est le consommateur qui va voir lui-même sur le point de vente l'âge de la bête, c'est pour ça que les gens s'orientent beaucoup vers les béliers. Ici en France et en Europe, comme ça se passe dans les abattoirs reçoivent les bêtes par lot d'agneaux, donc il vous est impossible de vérifier bête par bête. Donc si vous savez que les bêtes en moyenne ne peuvent pas dépasser les 6 mois, vous ne pouvez pas prendre ce risque et vous ne pouvez pas garantir qu'elles répondent à plus de 6 mois minimum d'âge. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, les documents officiels qu'on a qui traduisent l'âge de la bête pour les agneaux, je parle, c'est des éléments qui sont de simples attestations des vétérinaires présents dans les abattoirs qui eux voient le lot d'agneaux qui arrive et sur l'estimation de la corpulence et de la déclaration de l'éleveur, ils nous disent voilà, ils ont 6 mois, 7 mois, 8 mois d'âge. Et cette année, ça va être impossible de nous garantir que les bêtes auront au moins 6 mois. C'est pour ça que cette année, on a décidé de ne pas le faire. D'accord. Est-ce que le problème va être également au programme pour l'année prochaine? Vous avez raison de poser la question. C'est un problème qui va durer au moins pendant 5-6 ans. Et c'est ce qui explique que dès maintenant, on essaie d'organiser des rencontres et des discussions avec les différents acteurs autour du sacrifice de l'Aïd al-Adha pour essayer d'anticiper pour l'année prochaine, pour la simple et unique raison, l'âge moyen des bêtes abattues au quotidien dans les abattoirs en France n'atteint jamais une année, c'est autour de 5, 6, 7, 8 mois maximum. Tout simplement parce que l'élevage, ça a un coût.
Et donc, élever des bêtes pendant une année, il faut que l'éleveur il ait un marché qui va lui garantir que les bêtes peuvent rester vivantes jusqu'à une année puis être vendues après. Et nous, notre responsabilité, on estime devant Dieu et devant la communauté, c'est d'anticiper pour essayer d'apporter des solutions. Après, c'est aux consommateurs et aux institutions religieuses officielles de prendre les choses en main. Fouad Imaren, vous êtes, je le rappelle, vous représentez donc AVS, chargé de communication. Comment ont-ils pris cette information, les bouchers qui pour le coup risquent, en tout cas pour ceux qui travaillent avec vous, il y en a quand même beaucoup sur le territoire français, le fait que donc vous décidiez cette année de ne pas certifier donc ces moutons, ça va représenter une grosse perte financière pour ces bouchers cette année. Alors, on a déjà fait 2 réunions avec différents bouchers que nous contrôlons, que nous certifions tous les jours, en région parisienne et région lyonnaise de Saint-Étienne. De tous ceux qui étaient présents, à part 1 ou 2, ils ont compris la problématique et eux-mêmes, puisqu'ils sont dans cette démarche très spirituelle de l'événement, eux-mêmes mesurent que là, ils ne pouvaient pas se permettre de mentir aux consommateurs et qu'ils ne pouvaient pas prendre ce risque devant Dieu et devant les consommateurs de tromperie. Donc ils ont parfaitement compris le problème et ils sont même partants qu'ils communiquent sur la situation. Donc là on fait tout un travail de communication, ce qui explique notre communiqué d'hier, des affiches qui vont être distribuées, des tracts, pour que les consommateurs comprennent l'enjeu et que ce n'est pas une première chez les musulmans. Dans les pays musulmans, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Dans certains pays, par exemple, le cheptel n'est pas assez suffisant. Et il n'est pas question pour les autorités locales, généralement, historiquement, selon quelques exemples, il n'est pas question d'utiliser tout le cheptel pour une journée ou 2 jours et pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Donc, il est arrivé que des fatwas tombent où on dit aux gens, cette année, vous n'allez pas fêter l'Aïd parce que le cheptel n'est pas suffisant. Très bien. Peut-être que Damien, Charles ou Nargis ont une question et auquel cas, évidemment, on vous laissera répondre et terminer cette communication. D'abord, en vous remerciant d'être venu éclaircir notre curiosité face à cette décision qui, je dois vous l'avouer, nous a quelque peu surpris à la rédaction. C'est pour ça qu'on a tenu à vous donner la parole. J'espère que vous aurez été convaincants et que les auditeurs auront compris en tout cas la problématique. Damien, Nargis Non, pas de question pour moi, j'ai appris énormément de choses. Malheureusement, je ne maîtrise pas du tout le sujet et je pense que j'aurai déjà beaucoup de matière à réfléchir avec tout ce qui a été dit par monsieur. Merci en tout cas, monsieur Fouad Imaren, d'avoir apporté des éclaircissements quant à cette décision d'AVS de ne pas certifier les moutons cette année pour l'Aïd el-Kébir. C'est moi et nous sommes à disposition des consommateurs à travers la page Facebook pour répondre à toutes les questions. La page Facebook qui s'appelle la page Facebook d'AVS. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Fouad Imaren. À très bientôt. Pour plaisir, bon courage. Voilà. Bon, alors, je peux nous donner évidemment votre avis, messieurs, dames, au 01 40 33 9000. Vous avez compris, pas de moutons certifiés AVS cette année. Suite aux explications de Fouad Imaren, donc chargé de conseiller en tout cas chez AVS, donc pour ces explications. Bon, t'as compris quelque chose, Damien ? Je suis dépassé. Ah bon ? Ouais. À ce point-là. En fait, sur les questions notamment liées à l'abattage rituel, je me suis surtout intéressé aux travaux que font les Canadiens depuis 10 ans parce qu'ils ont laissé en fait les universitaires des universités canadiennes faire des recherches dessus. Ouais. Et donc on a des synthèses, on a des travaux de compréhension qui ont été faits, donc les choses me paraissent beaucoup moins compliquées. Notamment j'ai lu des choses sur l'abattage rituel et la souffrance animale, mais après pour ce qui est sur les délais, la prescription, l'organisation, etc., j'écoute les experts. En tout cas, Nargis, cette année, pas de moutons certifiés AVS. Ouais, j'imagine, du coup oui, mais convaincu par l'argument ou pas? Bah oui, quand même. Enfin, ouais. Moi pour ma part, oui. Bah je trouve ça. C'est recevable. Bah oui, je trouve que c'est respecter quand même les cadres qui sont imposés de cet abattage. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez nous donner votre avis donc en nous appelant au 01 40 33 9000 concernant cette information tout de même importante parce qu'il y en a plein quand même qui vont pas partir en vacances comme nous, enfin en l'occurrence jour de l'Aïd on sera probablement ici, donc ça peut quand même nous interpeller, nous intéresser, à savoir donc que effectivement AVS décide de ne pas certifier les moutons pour l'Aïd cette année. 01 40 33 9000. Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom, cher monsieur? Omar. Omar, vous nous appelez d'où, Omar? Là, sur la A4, Ivry. Sur la A4, très bien. Alors Omar, qu'est-ce qui se passe? Juste pour la question que de monsieur qui avait passé, pourquoi cette décision ne l'a pas prise l'année dernière ou avant? J'ai rien compris, Omar. Parle doucement parce que j'ai absolument rien compris. Pourquoi cette décision qu'ils ont prise aujourd'hui, cette année, pourquoi ils ne l'ont pas pris l'année dernière ou avant? Bah parce que apparemment il explique que l'Aïd apparemment tombe dans une période qui correspond à justement la plupart des naissances des moutons ont lieu en début d'année, donc c'est pour ça le mois d'août ça fait à peu près 7-8 mois, donc voilà, c'est pour ça que la problématique se pose. Ah, c'est à cause de ça. Mais c'est vrai que j'aurais dû lui poser la question, c'est vrai qu'à peu le mois d'août c'était aussi fin août l'année dernière, hein, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui. Bon, Ah oui. bon bah. Parce que ils savent, les gens ils vont pas faire le raid ici, c'est pour ça. Moi, c'est ce que j'ai tenté de lui poser comme question. Bon, visiblement c'est. Et l'année prochaine ça sera pire. Parce que ça sera au milieu. Oui, c'est ça. Et vous, d'ailleurs, vous-même, Omar, vous allez faire l'Aïd au bled ou ici? Ah, tous les ans, toujours. Ah, pas ici, jamais, non. D'accord. Ah oui, ça n'a pas la même saveur, hein, effectivement. Ah non, il n'y a rien à voir. Là-bas, tu choisis ce que tu veux, tu es avec la famille, avec tout. Hein. Ah non. Est-ce que la problématique existe d'ailleurs aussi au bled sur le prix exorbitant des moutons pour le fête de l'Aïd? Aujourd'hui, tu trouves un mouton aux alentours de 100 € à peine. Pour le fête de l'Aïd, c'est doublé, voire triplé, hein. Ah non. Non. Il y en a, t'as le choix, à partir de 100 € jusqu'à 500 €. Ah oui. Avec ça, regarde avec ce que tu peux acheter. Il y en a des moins chers, du plus cher, du moyen. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a toujours. Bon, merci. C'est là qu'ils font un prix comme l'année dernière. Enfin, mon beau-frère l'a acheté ici, 220 €. 220 €, ouais, c'est à peu près les prix. C'est même pas ce qu'il y a là-dedans, 20 kilos, 30 par tête. Merci Omar, en tout cas de ton appel depuis la 4 et prudence bien sûr. Alors on va revenir sur le sujet évoqué par Damien Charles dans son avis tranché sur ces soirées de l'islam de France et cette circulaire du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. C'est vrai qu'on a entendu dire, mon cher Damien, ma chère Nargis, qui se préparait des choses quant à l'organisation de l'islam de France. On sait que Macron, Emmanuel de son prénom, président de la République, je n'apprends rien à personne, prépare des petites choses. Alors, j'allais pas dire intéressante parce que je ne sais pas ce que ça va donner, mais prépare des choses dans tous les cas et restez bien silencieux, à bouder l'iftar du CFCM cette année, alors que l'année dernière il avait promis d'y revenir. Il veut, je crois, enterrer définitivement le CFCM pour peut-être organiser les choses à sa manière. Et on parle de plusieurs personnes qui pourraient s'occuper de différents secteurs, notamment une personne qui s'occuperait de la zaquette, l'autre du pèlerinage, l'autre voilà, donc du financement des mosquées, etc. etc. Damien, qu'est-ce que tu as compris dans cette circulaire? Je pense qu'il y a des choses qui t'ont choqué. Qu'est-ce que j'ai compris? Bah, j'ai tout compris parce qu'en fait, plus c'est gros, plus ça passe, et maintenant ils ne prennent même plus de gants. Et en fait, ce qui se passe surtout dans une circulaire, c'est que c'est un document administratif et donc on doit être direct, expéditif vis-à-vis des recommandations qu'on donne au préfet. Et donc, bah là, c'est très clair, quoi. Donc, si tu veux, je l'ai sous les yeux. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire choquantes, moi qui m'amuse plus qu'autre chose, en fait. Par exemple. Alors par exemple, il vous appartiendra, donc messieurs les préfets, d'associer tous ceux avec qui un dialogue républicain et citoyen est possible, dès lors qu'ils reconnaissent la primauté des lois et des valeurs de la République. Ça fait sourire Nargis. Non mais ils sont vraiment, comme tu as dit, plus gros. Enfin, c'est incroyable. On est dans le directif, c'est-à-dire... Ça veut dire qu'on sélectionne en fait. C'est ça, voilà. On est face au responsable, on est face à l'œil de l'État, donc le préfet, on lui dit voilà, tu fais bien attention, tu prends que des gens avec qui c'est compatible, quoi. Donc, c'est quoi les critères de compatibilité? Ah bah je sais pas, il faut que tu regardes sur ta carte de compatibilité, hein, voilà. Ça, je pense qu'on en a tous une visiblement. C'est ça. Et sinon il y a autre chose d'assez amusant, alors ne bouge pas. Donc oui, alors ça c'est parfait ça. Donc à côté des représentants institutionnels qui sont naturellement pleinement partie prenante de cette démarche, il conviendra en effet, autant qu'il sera possible, d'élargir cette consultation. Et à la fin, on nous dit, mais aussi aux personnes ayant réussi dans la société civile, dans les domaines économiques, culturels, artistiques. Plus largement, je souhaite que vous puissiez réunir celles et ceux qui, issus de la société civile de cette communauté, sont des exemples de réussite. Oh là là. On est à fond dans la mentalité Macron, là. C'est énorme, hein. Ouais, non, mais... Genre élitisme plus. Ouais. Officiel, affiché, assumé, revendiqué, enfin tout ce que tu veux. Au-dessus, Selena. Donc voilà, enfin, tout ça est très
amusant. Et puis bon, bah après, c'est la. Donc la consultation, enfin l'organisation de tout ça se fera jusqu'au 15 septembre, c'est ça? Alors c'est là où c'est très très drôle en fait. Et tu sens que c'est du bricolage de dernier moment. Et je te donnerai mon diagnostic personnel juste après. Donc il leur a dit, les gars, vous avez jusqu'au 15 juillet, vous vous débrouillez, vous organisez votre sauce comme vous voulez, vous faites des ateliers, vous invitez tout le monde. Du moment que vous puissiez pondre un bidule, ça s'appelle comme ça dans le langage administratif, un bidule, débrouillez-vous, trouvez-nous un rapport. Et vous devez réussir à faire tout ça avant le 15 septembre. Et je pense que tout ce cinéma qui est en train de se dérouler est dû probablement à une chose, c'est que le projet qui avait lieu avec Tariq Oubrou et Haïm Corsia et comment s'appelle le consultant, j'ai oublié son nom, Marwan Mohamed. Non, parce que lui aussi il revient. Le consultant qui travaille pour l'État. Hakim El Karoui. Je pense que probablement qu'il y a de l'eau de boudin dans cette histoire, et que là ils sont en panique et ils se disent Macron a promis depuis 1 an aux Français qu'il allait faire quelque chose pour l'islam de France, et là ils ont l'air de ramer. C'est de le macroniser peut-être. Et comme ils sont en train de ramer, ils vont secouer les préfets en disant débrouillez-vous, vous nous trouvez un truc pour cet été. Mais ça a déjà existé cette opération, je me rappelle moi avoir été invité à une soirée privée par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui avait réuni d'ailleurs toutes les différentes personnalités, les associations de l'islam de France. C'était après les attentats, et donc Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. En 2015, il y a eu une instance de consultation. Voilà, une instance de consultation qui a absolument rien donné. Donc encore une fois, on va encore. C'est ce qu'on appelle un bidule. Un bidule, voilà, qui ne sert à rien. Quoi qu'il en soit, donc il entrevoit quand même de faire des choses. Alors peut-être qu'il ne parle pas sur le sujet parce que il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Apparemment, Tariq Oubrou aurait dit qu'il n'était pas au courant du tout concernant le fait qu'il soit nommé grand imam de France, qu'il n'a jamais été contacté par qui que ce soit. C'est ce qu'il a déclaré. Bon. Affaire à suivre. Il a condamné cette circulaire également. Ah, il a condamné cette circulaire, oui, absolument. Il l'a condamné hier. Tiens, on va prendre un appel avant la pause et avant de parler d'un autre sujet avec Nargis dans un instant. Le bonjour. Allô. Au revoir. À bientôt. Dans un instant, on va parler d'un autre sujet à l'avis tranché signé Nargis, donc sur les convertis. Ah oui. Voilà. Bon, et bien on en reparle dans un instant, évidemment. Et juste une seconde avant la pub, je poursuivrai sur cette circulaire la semaine prochaine parce que pour moi c'est un petit bijou. Un petit bijou? Ah oui. Un petit bidule? Ah non, un petit bijou qui deviendra un très grand bidule. Très bien, parfait, ça me va. Dans un instant, vos appels évidemment 01 40 33 9000, c'est l'émission qui vous parle et qui parle de vous, donc forcément vous avez votre place à prendre. LGF, le grand forum avec Nargis et Damien Charles qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour commenter l'actualité avec vous au 01 40 33 9000. La question du jour par rapport à cet appel du syndicat des imams tunisiens qui appelle le grand moufti de la Tunisie à annuler le Hajj obligatoire cette année pour 2 raisons que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir le prix exorbitant et l'augmentation d'une deuxième taxe imposée par l'Arabie Saoudite, et surtout le fait que le bénéfice engendré par ce Hajj sert à l'Arabie Saoudite à mener des guerres injustifiées au Yémen et en Syrie. Est-ce que vous comprenez cet appel? Pour l'heure, eh bien, les votes se poursuivent sur Facebook et sur Twitter, et vous êtes évidemment assez nombreux à dire que oui, vous comprenez cet appel, à 80% sur Facebook, à 83% sur Twitter, LGF officiel France Maghreb 2 pour voter. Bien sûr, vous continuez, n'hésitez pas. On va maintenant parler d'un autre sujet dans cette émission avant de vous accueillir, bien sûr messieurs dames, au 01 40 33 9000 dans un instant, puisque voici venir l'avis tranché de la ravissante et très belle Nargis. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors je ne sais pas pourquoi, mais elle a décidé d'évoquer aujourd'hui dans son avis tranché le sort des convertis, Nargis. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors, il y a moins de 2 semaines, une très bonne connaissance à moi, mais surtout une sœur en islam est morte. Elle s'appelait Béatrice, elle avait 28 ans. Si je devais rapidement la décrire à vous qui ne la connaissez pas, c'était une personne qui œuvrait au quotidien pour les causes les plus nobles, et notamment au relais handicap de Paris 1, dont elle s'insurgeait de la médiocrité des services. Elle s'est suicidée. Elle a mis fin à ses jours. Elle avait embrassé l'islam il y a plus de 10 ans et est morte en musulmane. Pourtant, sa mort révèle une solitude dont seul Dieu en connaît la profondeur.
Mais je veux aujourd'hui parler de cette Oumma qui fait tant rêver mais qui finalement déçoit souvent. Et je veux parler de la déception de ces personnes qui se convertissent. À l'enterrement de Béatrice, ses amis musulmanes ont appris qu'il y avait beaucoup de sujets de sa vie dont elle ne parlait pas. Peut-être parce qu'elle pensait qu'on pourrait la juger, peut-être parce qu'elle pensait qu'on ne s'y intéressait pas. Bien sûr, les raisons peuvent être multiples, mais nous nous sommes quand même demandé qu'est-ce que nous aurions pu faire pour Béa en tant que musulmane. C'est à partir de ces questions que l'on s'est posé ensemble que ça m'a renvoyé en face le problème dont souffre cette belle communauté qu'est notre Oumma. Béa était bel et bien musulmane, pourtant souvent... Parfois, certaines personnes l'appelaient la convertie. Pourquoi un converti garde cette étiquette pour toute sa vie ? Pourquoi beaucoup de ceux qui se convertissent ne trouvent pas dans la Oumma un refuge paisible, un encadrement bienveillant, un encadrement qui est parfois trop souvent un encadrement paternaliste, qui les infantilise dans la foi ? Pourquoi beaucoup se retrouvent dans une situation où ils se sentent obligés de se légitimer dans leurs croyances, de se légitimer dans leurs pratiques religieuses ou non d'ailleurs. Très récemment, moi-même j'ai entendu quelqu'un demander à un ami converti en toute décontraction et sur un ton limite condescendant « Tu fais Ramadan toi ? Pourquoi ?» D'autant plus quand on sait que ce sont parfois des personnes qui veulent bien faire et parfois bien plaire, qui sont susceptibles de tomber dans les dérives qu'on appelle la radicalisation à tort, car les racines de l'islam ce n'est pas ça. Je ne dis surtout pas que les personnes qui ne sont pas nées musulmanes sont nécessairement des personnes qui ne connaissent pas bien l'islam, mais parfois à un moment dans leur impressionnant cheminement, ces personnes peuvent se retrouver devant certaines incompréhensions, certains doutes, certains manques, finalement comme tout musulman, mais surtout comme toute personne qui souhaite se réformer. Alors il nous faut être constamment à l'écoute de tous et encore plus de ceux qui sont attirés par l'idée d'être nos frères et sœurs dans la foi. Contribuons à optimiser ce dialogue, à nous en enrichir. Aucun croyant n'est plus légitime dans la foi qu'un autre. Faisons en sorte de ne plus entendre que la Oumma est décevante, qu'elle ne soutient pas ses nouveaux membres, qui l'enrichissent tellement, comme chaque croyant l'enrichit. Preuve en est, même dans la mort, Béa nous a donné une belle leçon. Donc parlons-leur, allons vers eux quand ils n'osent pas venir à nous, soyons présents et écoutons leur combat, accompagnons-les sans les assister, sans leur faire croire qu'ils ne sont pas légitimes. Si vous pensez à quelqu'un en m'écoutant, c'est peut-être un voisin ou une collègue, allez vers cette personne-là, apportons-leur ce qu'ils attendent de la Oumma et surtout ne les marginalisons pas. Voilà. Merci Nargis de nous livrer ce témoignage avec, on l'a senti en tout cas dans ta voix, beaucoup d'émotions quant à la disparition de cette Béatrice, donc que l'on appelle souvent, tu as raison, convertie, et peut-être que là il y a aussi un dossier à ouvrir, j'ai envie de dire, sur l'accompagnement de ces personnes qui choisissent de rejoindre et d'épouser l'islam et qui sont complètement laissées à l'abandon et donc par conséquent vont faire leurs recherches sur internet. Et vous savez comme moi, vous tous qui nous écoutez, que sur internet on peut trouver tout et absolument n'importe quoi, mais totalement pas les bonnes choses à savoir. Bien joué en tout cas Nargis, et peut-être si une des personnes qui se sent touchée par cet appel, par cet avis tranché, qu'elle nous appelle au 01 40 33 9000 pour peut-être confirmer ou affirmer ce qui vient d'être dit au travers de cet avis tranché. Damien, je sais que ça te touche aussi ce sujet. Oui évidemment, ça y a des convertis autour de cette table. Ouais. Que dire ? On en revient à la question de qu'est-ce que faire communauté ? Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça a du sens de faire communauté ? Le premier problème principal des convertis, c'est que dans l'immense majorité, les convertis ne vivent pas une conversion familiale, donc se retrouvent face à une famille qui doit faire face à leur conversion et ne partageront pas nécessairement les nouveaux choix en termes de pratiques, de rituels, etc. Et donc ça c'est une première difficulté, c'est que quoi qu'il arrive, on a un isolement vis-à-vis de la famille qui se déclenche. Et ensuite c'est très difficile parce que le converti, imaginons qu'il peut s'intégrer donc dans une communauté qui a la même confession que lui, se retrouve face régulièrement à des gens qui vivent l'individualisation en fait qu'on a dans notre société. Oui. Et il y a plusieurs associations en fait qui se sont créées depuis 10 ans pour l'accompagnement des convertis. Je savais pas du tout. C'est une femme qui a créé ça, c'est une convertie, alors malheureusement je n'ai plus son nom en tête. Et ce sont donc des associations qui sont nées dans les mosquées et qui proposent donc un accompagnement, que ce soit un accompagnement dans l'accomplissement des rituels ou également un accompagnement spirituel, de recherche et aussi de découverte, de partage.
Et pour apporter sur ma simple expérience, moi ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir vécu à 2 reprises dans des pays musulmans. En termes de construction intellectuelle et de spiritualité, ça m'a fait beaucoup de bien. Au Liban et au Maroc. Mais ma grande frustration et ma grande souffrance personnelle, c'est que je ne maîtrise pas du tout les rituels musulmans. Je suis complètement dépassé. Personne ne me les a appris en fait, ou me les ont appris en fait de manière ponctuelle, et donc j'ai du mal à vivre le rythme, la dynamique annuelle que peut avoir un musulman à travers certaines étapes, certains passages. Bon, Nargis, t'as du boulot avec Damien alors, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai du boulot, j'attends les appels des auditeurs pour me donner des leçons. Alors pourquoi pas. Vos appels justement avant de passer au zapping. 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, votre prénom? Nasser de Paris. Nasser de Paris, bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce qui se passe, Nasser? Oui, bonsoir Christophe. Je souhaitais réagir concernant l'Arabie Saoudite, si je peux dire un mot. Bien sûr. Moi, je pense qu'un musulman, il doit avoir une conscience. Oui. Et que après, voilà, c'est aux savants, c'est à nos savants de se prononcer, et pas à ceux qui sont financés malheureusement par l'Arabie Saoudite. Et je voulais te parler un mot aussi sur les verdicts qui sont tombés hier pour les leaders du Hirak. Oui, j'allais en parler, oui, 20 ans pour Nasser Zabzati, 20 ans. Je suis abasourdi, Christophe, tu peux même pas savoir. Nasser Zabzati a pris 20 ans. 20 ans et 3 mecs avec lui, 20 ans je crois. Oui, c'est ça. Et d'autres peines allant de 1 an à 15 ans. Et je comprends pas l'État marocain, pourtant il a dénoncé des choses qui s'avéraient réelles. Alors on va rappeler peut-être aux auditrices qui n'ont pas été faits, de la corruption partout, je veux dire. Et ce mec il prend 20 ans. On va ce pays quoi. Nasser, on va rappeler peut-être aux auditrices, aux auditeurs qui découvrent cette information. Nasser Zabzati, c'est le responsable du mouvement du Hirak dans le Rif, donc qui est d'ailleurs toujours une terre de contestation et qui avait dénoncé donc des choses avec des manières qui n'ont pas plu au pouvoir marocain, et du coup donc il a été arrêté, et donc le jugement qui a été prononcé, c'est 20 ans effectivement pour Nasser Zabzati ainsi que 3 de ses collègues, j'ai envie de dire, et des peines qui valent pour les autres, parce qu'il y en a beaucoup, 1 à 15 ans. Une quarantaine de personnes. Voilà, et c'est vrai que pas beaucoup pas nombreux sont les Marocains à s'offusquer, et pourtant c'est gravissime ce qui se passe concernant du sort qui est réservé au mouvement du Hirak. Vous savez, ça me rappelle un peu étrangement à ce qui se passe en Algérie, où les Kabyles sont un peu marginalisés. Voilà, sûr, exactement. Ça fait partie d'un même pays. Il y a des contestations qui sont certes différentes, mais qu'il faut comprendre. Excuse-moi, je te coupais la parole. J'ai envie de dire un truc. Ce qui nous fait pas avancer chez les Arabes. Moi, je suis un berbère et je suis musulman, mais je suis pas arabe. Mais ça me dérange pas de me considérer comme arabe. Je t'entends bien et je te comprends même. C'est l'orgueil. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le mec il dénonce des choses qui sont véridiques et qu'il prend pour sa pomme. Et pareil en Kabylie, pareil partout quoi. Merci Nasser. On veut donner des leçons de démocratie, de machin. Les Rifs, ils ont rien fait de dangereux, rien de dangereux qui peut atteindre. Qui peut mettre en danger le royaume du Maroc. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que cette condamnation qui est absolument scandaleuse risque d'allumer une certaine mèche au Maroc. Attention, le pouvoir marocain à minimiser cette. J'ai des contacts. Les gens, ils sont tous prêts à mourir. Je te le dis tout de suite. Merci Nasser pour ton témoignage en tout cas. Christophe, merci pour votre émission. Je vous écoute tous les jours les gars, vous êtes formidables et vous avez une émission de qualité qu'on trouve rarement à la radio et à la télé. C'est vrai, t'as raison Nasser. Merci Nasser. Salut, à bientôt Nasser. Merci de ton appel. C'est absolument incroyable ce qui se passe par rapport à ces condamnations de Nasser Zabzati et donc de 3. On allait en parler tout à l'heure bien sûr, mais cauchemar. Voilà, Nasser l'a fait et je le remercie. Vos appels 01 40 33 9000. Je voulais vous donner une petite information. Vous vous en souvenez, un an après la crise entre le Qatar et ses voisins, Doha porte l'affaire devant la Cour internationale de justice pour violation des droits de l'homme, plainte contre les Émirats arabes unis,
qui était très appuyé par l'Arabie Saoudite et ses alliés, bien sûr. Vous en souvenez, bien, réponse des Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi porte également plainte devant la Cour de justice internationale, alors pas pour violation des droits de l'homme, mais pour violation de l'espace aérien. Donc c'est pas prêt de s'améliorer. Ça devient vraiment un feuilleton à la hollywoodienne, cette histoire entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est du grand n'importe quoi. Riyad, ton univers impitoyable. C'est ça, exactement, c'est Dallas. Alors on en parle avec Nasser, des avocats de la défense parlent de partialité de la justice et ont l'intention de faire appel au Maroc. Le leader de la contestation de la région du Rif, Nasser Zabzati, vient d'être condamné à 20 ans de prison pour complot visant à apporter atteinte à la sécurité de l'État. 3 de ses co-accusés écopent de la même peine et une 50aine d'autres co-accusés sont eux condamnés à des peines allant d'1 an à 15 ans d'emprisonnement. Vous pouvez évidemment réagir en nous appelant au 01 40 33 9000. Puis tiens, on revient en France. Sachez que les sénateurs français, messieurs dames, ont adopté en première lecture la loi Asile et Immigration. On en avait beaucoup parlé ici à la radio. Pour l'avoir même encore un peu plus durci, sachez-le, ils ont notamment réintroduit le délit de solidarité que les députés avaient en partie supprimé. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur cette question. Les sages ont été saisis par les avocats de Cédric Hérault, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir apporté apporté de l'aide aux migrants à la frontière italienne, vous en souvenez, jusqu'à chez lui en France. Parmi les défenseurs de l'agriculteur militant, Patrice Spinozzi, il a plaidé une occasion unique de faire valoir le principe de fraternité inscrit dans la devise française. C'est ce qu'il a tenu à rappeler. Nous sommes venus plaider l'abrogation du délit de solidarité car nous considérons qu'il est contraire au principe constitutionnel de fraternité et contraire au principe de nécessité des peines. Donc nous espérons que le Conseil constitutionnel abroge ce délit et pose en principe que toute personne qui aide de façon désintéressée une personne sans papier ne peut pas être poursuivi pénalement en France. Bien, il est contraire parce que des actes qui sont de pure solidarité, de pure générosité ne doivent pas pouvoir être poursuivis parce que ça n'est pas nécessaire, parce que ça n'est pas la logique de notre pays, parce que ça n'est pas les fondements de ce qui a constitué notre République et le législateur l'avait voulu, il n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui nous vivons dans une société qui est une société de la sécurité et il faut que les actes de solidarité puissent ne pas être poursuivis, à la différence de ceux des passeurs, à la différence de l'aide monnayée qui, elle, doit être sanctionnée de façon implacable. Voilà pour ce qui est donc de Patrice Spinozzi, l'avocat donc de Cédric Héroux. La décision du Conseil constitutionnel sera rendue le vendredi 6 juillet prochain. Affaire à suivre. Donc vous l'avez compris, ce qu'il faut retenir, c'est que les sénateurs ont durci cette loi déjà bien dure, asile et immigration. Vous l'avez bien compris. Un petit commentaire peut-être? Non. Mais rien que moi, ce qui me choque, c'est vraiment le terme délit de solidarité. Délit de solidarité, ça veut dire qu'on peut devenir, criminel en essayant d'aider quelqu'un. Enfin, c'est ça. Cédric Héroux donc a été accompagné donc de cette sanction, 4 mois de prison avec sursis quand même, pour avoir aidé des migrants, pour les emmener chez lui, quoi. Cet agriculteur, vous en souvenez? Ça me choque. Ouais. Damien, rien? T'as réussi à me casser le moral en 5 minutes. J'étais pas au courant là, je suis effondré. Bon. Effondré, effaré. Je sais pas quoi dire. Eh bien, peut-être que tu sauras quoi dire dans le zapping parce qu'il y a du léger, il y a du sympa. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en 2022, c'est rebelote, quoi. C'est-à-dire, on va avoir une sorte de tourbillon médiatique et les gens auront oublié tous ces projets de loi qui sont passés. Ils auront oublié l'Aquarius, ils auront oublié les sacs de couchage découpés par la gendarmerie à Calais. Tout ça sera évacué par les médias et en 2022, ce sera l'oubli. Zapping, commencez ce zapping donc tout de suite avec donc le jingle. Il est où le jingle? Il est parti. Bon alors on va commencer ce zapping. Donc Gérard Depardieu qui est décidément qui n'aime pas trop les journalistes et il le fait savoir. Écoutez plutôt. Quel regard vous avez sur la politique française? Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas sur les bordels. S'il vous plaît. Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette maladie? Voilà, merci beaucoup. Merci, si vous pouvez tous sortir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sortir, s'il vous plaît. Merci de sortir. Il aime pas les journalistes, vous l'avez compris, Gérard Depardieu. Sortez de là, j'aime pas les journalistes. Voilà. Nargis, Damien, Gérard Depardieu, bon toujours à son... Moi j'ai très peu d'intérêt pour cette personne, je suis pas particulièrement fan de lui et bon voilà. D'accord. Pour moi il a joué Cyrano de Bergerac donc il peut tout se permettre. Très bien, très bien, vu sous cet angle. Tiens, Emmanuel Macron
Il a décidément beaucoup de mal à se faire respecter, non pas par les Français, mais par son chien, Nemo, le chien de l'Elysée. Mais sort. Ah voilà, Nemo. Viens là, Nemo. Nemo, viens voir, viens, c'est moi. Si quelqu'un a un biscuit, viens voir Nemo. Viens. Viens là, viens, n'aie pas peur. Est-ce que c'est le bon système de siffler le... Pas sûr, ça dure 5 minutes en fait. Exactement. Le sifflet. Et ça Bon, marche quand pas on l'appelle vraiment. Nemo, ça a l'air de... Ça marche un peu mieux, il faut Un quand peu même, je mieux. vous ai pas montré l'image, mais il faut qu'un huissier amène un biscuit pour que Nemo daigne venir s'approcher. Incroyable, Nemo ne veut pas venir. Il y a un huissier qui est. Ah oui, il doit lui apporter un qui est biscuit. rattaché au chien de l'Élysée. Non mais c'est grave. Ah bah non, mais c'est pourtant vrai, ma chère. Non, ce qui est génial, c'est... Il est payé par nos impôts là. Bah évidemment. Non, ce qui est génial, t'aurais juste dû faire sauter Gérard Depardieu et qu'on passe de la loi asile-immigration, la loi solidarité et qu'on atterrisse sur Nemo. C'est ça. Il a mis la 5 minutes transition comme était elle pas l'appelait. 5 minutes à appeler le chien de l'Elysée. Oh mon Dieu, c'est affreux. Mais tu sais qu'il y en a deux qui n'obéissent plus en ce moment. Il y a aussi le ministre de l'écologie. Ouais. Et tout le monde parle d'un abandon de Nemo et du ministre de l'écologie sous peu. Ah oui, Nemo a l'air de faire plus de buzz quand même. Ouais, oui. C'est ça. Alors justement, tiens, le président de la République qui était, vous le savez, reçu hier par le pape François au Vatican, et cette petite blague sur les Bretons. Et qui est breton lui aussi. Qui était à l'école avec lui. Il nous a avoué ce portrait. Et voilà. Excellent. Il y a des Bretons partout, c'est une... Les Bretons, c'est la mafia française. Mais ils sont tellement... Les Bretons, c'est la mafia française. C'est un petit tacle là pour, je pense, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Ils sont deux au gouvernement. Hein. Ouais, il y a deux deux Richard Bretons. Ferrand. Hein. Ouais, Richard Ferrand. Dirigé par la mafia. Voilà. État mafieux. Tu te souviens que j'avais fait un avis tranché sur les Bretons contrôlent-ils les finances mondiales? Oui, exact. Et pour finir ce zapping, Daniel Cohn-Bendit qui était pour ce matin. Je le confirme BFM. Tu veux nous pour saluer lui, Emmanuel Macron a dérapé. Pourquoi? Il s'en explique. Je trouve que des fois, il dérape complètement. Et quand il dérape, je dis qu'il dérape. Il a dérapé à quel propos? Avec le petit jeune. Oui. Avec le petit jeune. Il a dérapé là? Oui, il aurait dû lui dire, bon, je suis président, tu me dis président, et puis si tu veux, je t'invite avec des copains et on va discuter, tu viendras à l'Élysée. Oui, c'était plus facile. Point barre, et puis après, c'était pas... Au lieu de se crisper. Au lieu de se crisper comme ça, il lui fait une leçon de morale sur CDRA. Parce qu'il dit, fais tes études, moi j'ai pas fait d'études. Le ministre des Affaires étrangères allemand, Fischer, qui était un des meilleurs, n'a même pas son bac. Voilà pour Cohn-Bendit, et considère que Emmanuel Macron a dérapé pour cette affaire. Moi j'ai juste envie de dire que Daniel Cohn-Bendit, il aime bien les petits jeunes. Donc c'est normal qu'il les défende. Oula. Ah oui, oula. Là. Oui, Damien. Ah non, mais j'ai Fais pas de gaffe problème à à ce le que tu balancer. dis. Hein. Non mais bon, ok. Terrain glissant. Oui, très glissant pour le coup. Il y a eu suffisamment de preuves là-dessus. Ouais, je crois même d'ailleurs qu'il l'a un peu reconnu d'ailleurs. Ah oui, il l'a reconnu dans un bouquin, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, effectivement. Apparemment, c'est le choc au mondial, l'Allemagne serait presque éliminée là. What? Ah oui, il y a 0-0. Nabil, dis-nous tout. Nabil, viens ici Nabil. On appelle Nabil. Elle est dingue cette Coupe du Monde. La Suède mène 3-0 face au Mexique. Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais, quoi? Bonjour ouais. à tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne, elle est où là? Ça se passe que l'Allemagne peine réellement à mettre son jeu en évidence. Le score 0-0. Face Corée. à la Corée. Voilà. La Corée du Sud. L'Allemagne n'est pas capable de battre la Corée du Sud. Ah mais là ils m'ont trouvé. C'est une bonne équipe la Corée Non du mais Sud. à la maison l'Allemagne. À la maison j'ai envie de dire. Façon de parler, oui. Et en plus, donc qui serait qualifié là? Suède et Mexique. Suède mène 3-0 contre le Mexique. Suède terminerait premier. C'est ça. Et Mexique deuxième. Voilà. Il suffit d'un but de l'Allemagne. Un seul but et ils sont qualifiés. C'est un peu comme l'Argentine d'hier. Voilà. Ouais. Mais bon, comme tu sais, les grandes équipes marquent toujours à la fin. Donc et là c'est la fin là bientôt là. Et bien là ils jouent à la 88e minute. 88e minute. Nabil reste là. On a besoin de toi. Pour chaud. On va pas. Tu regardes, hein, tu nous suis. Ouais, tu gueules. Allemagne marquée ou pas, hein, d'accord? Ouais, je te dis, t'inquiète pas, y a pas de problème. Bon, alors on va passer maintenant au coup de cœur avant de passer à Libertad. Les coups de cœur de Nargis et de Damien Charles. Oh là là, l'Allemagne qui va rentrer à la maison, c'est un truc de ouf. France Maghreb 2. Le coup de cœur.
On va commencer par évidemment honneur d'âme, Nargis pour son coup de cœur. Oui, bah très rapidement, je voudrais parler de Pixis qui est pas le nom du chien de l'Elysée. Hein. Non, certainement pas. C'est le nom d'une plateforme en fait qui aide les jeunes à s'orienter, mais dans un cadre, on va dire, un peu éthique, qui les questionne en fait à partir du rôle qu'ils veulent jouer dans la société, qu'est-ce qu'ils veulent apporter, et à partir de ça, quel métier entrerait dans leurs valeurs, s'accorderait avec leurs valeurs. D'accord. Et donc voilà, donc ça part un peu d'une initiative qui s'inscrit dans une initiative de durabilité, voilà, pour avoir un métier dans lequel on se sent bien et qui se coordonne à nos valeurs. Ça s'appelle comment ? Pixis, PIXIS. Donc voilà, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire sur le site et voilà, l'interface est très jolie d'ailleurs. Très bien, un peu comme toi. J'ai découvert donc au salon qui s'est tenu la semaine dernière à La Villette, qui s'appelait Futur ES. Voilà. D'accord. Damien Charles, toi c'est pour un élu de Bagnolet qui s'appelle Jimmy Parra. Oui, alors Jimmy Parra en fait il y a quelques semaines a lancé une proposition donc auprès du conseil municipal de Bagnolet pour une commémoration sur la mémoire de l'esclavage. Donc Jimmy Parra qui est guadeloupéen en fait. Et à la suite de cela, donc il y a eu de nombreux votes contre. Et il s'est étonné donc du vote contre d'un autre conseiller de la majorité qui s'appelle Mahamadou Silla. Ils en ont discuté ensemble. Il y a eu une rixe verbale donc au téléphone. Et à la suite de cela, il y a eu la fête de Bagnolet un samedi, et donc une nouvelle dispute a commencé entre les deux personnes. Ils ont décidé de se mettre de côté pour éviter d'importuner les autres personnes du festival. Et c'est à ce moment-là donc que Mahamadou Silla a cogné, on va dire, Jimmy Parra. Jimmy Parra n'a pas répondu, mais suite à cela, donc il s'est fait diagnostiquer une double fracture de la mâchoire. Ah ouais, il a une bonne gauche, hein. Ouais. Pour le coup, situation assez violente. On a attendu, les hôpitaux ont refusé de l'opérer avant 5 jours, donc ça a été très très long pour lui. Ah ouais. Et donc depuis l'opération, il a décidé de porter plainte. Alors je suis assez déçu parce que Le Parisien a publié un article sur la rixe. Malheureusement, il parle de bagarre et disent que les deux élus en sont venus aux mains, ce qui est faux puisque Jimmy Parra n'a pas répondu à l'agression physique. Et donc ce soir se tient le conseil municipal à 19h30 à Bagnolet et Jimmy Parra devrait faire une annonce attendant des sanctions du maire. Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a Il y a un but. But de Corée du Sud. Éliminé la manière, il reste 5 minutes sur les arrêts de jeu. Ce n'est qu'un au revoir, l'Allemagne. Ce n'est qu'un au revoir. Allez hop, à la maison. Comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte et comme toutes ces équipes. Décidément, l'aéroport de Moscou va affiché complet. Ah, il y a hors-jeu. Bon, il n'y a pas but alors. Il n'y a pas but. Bah, qu'est-ce que tu nous racontes comme connerie, Nabil? Bon, on va s'occuper de lui pendant la pub, on revient dans un instant. Ça va être fini. Donc oui, pour finir ce soir, 19h30, conseil municipal à Bagnolet, c'est ça. Séquence vidéo. Séquence vidéo. Bon, très bien. Donc Jimmy Parra, on a bien compris en tout cas l'affaire très grave qui d'ailleurs avait été pris à partie d'ailleurs aussi sur Twitter par un certain Yacine Bellatar il y a quelques temps. Oui, qu'il avait menacé également d'agression physique. De l'hospitaliser en fait. En fait, il était à l'hôpital de la Salpêtrière qui n'en a pas voulu, l'a renvoyé à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et tous les soirs ils lui ont dit on va vous opérer et tous les soirs il lui disait ah bah non on décale à demain. Bah, on va l'inviter Jimmy Parra, d'accord? Ah bah grand plaisir. Et dans un instant vous saurez si oui ou non le but a été accordé pour l'Allemagne, pour la Corée qui mènerait donc 1-0 face à l'Allemagne, ce qui renverrait donc l'Allemagne à la maison. De toute façon, même avec un 0-0, il retourne à la maison. On en reparle dans un instant. Liberté à la suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Et là, c'est un véritable tremblement de terre pour ce qui est du mondial, puisque l'Allemagne est éliminée, puisque pendant la pub, elle a pris un deuxième but face à la Corée du Sud. L'Allemagne rentre à la maison, le tenant du titre du dernier mondial, puisque c'est eux qui l'avaient emporté, vous vous en souvenez. L'Allemagne rentre à la maison. Dans le même temps, la Suède qui a battu Mexique donc 3-0. Alors ce qui est impressionnant, je me pose quand même des questions quant à cette Coupe du Monde. Quand on voit 9 minutes de temps supplémentaire pour ce match, ça me pose bien des questions moi quand même, cette histoire. Tout est fait pour que l'Allemagne revienne, mais bon,
Bon voilà, c'est une véritable surprise là pour le coup. L'Allemagne qui sort, voilà. Non, mais une Corée qui n'a absolument aucun enjeu sur son dernier match, c'est clair, qui est aussi généreuse sur le jeu, je sais pas, ils sont méritants et je suis très heureux pour eux. Ouais. Bon, 01 40 33 9000, Libertad. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Prénom, ville d'appel. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Anésis et bonsoir Damien. Bonsoir. Ali, salut Ali. Ça va? Ouais, on t'écoute Ali, qu'est-ce qui se passe? Juste on peut dire c'est un coup de gueule ou un coup de colère. Ouais. On dit que la démocratie d'un pays se résume à sa justice. Ouais. Pour Zelzafi, quoi. Ouais, au Maroc, ouais. Le Hirak, voilà. Je voulais juste dire une chose. Je préfère 10 personnes comme Zelzafi qui ne parlent pas de séparatisme qu'une seule ordure de chez nous. Tu sais très bien à qui je pense. Merci Ali pour ton commentaire. Bon courage, au revoir. À bientôt, salut. Donc confirmation de Nabil, le match est terminé. Match est terminé, Nabil? Ça y est? Match terminé, 2-0. L'Allemagne éliminée donc. Éliminé. Un truc de ouf. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Christophe. Bonsoir docteur. À vos chroniqueurs, et je félicite Madame Nergis pour sa thèse déjà. Merci. C'est vrai, vous n'avez pas été nombreux à la féliciter, hein. Je suis pas content. Merci docteur, c'est gentil. Je vous en prie. Alors donc, passons vite. Je réponds pas à votre question concernant le pèlerinage. Or, j'ai pas le droit. Par contre, une information à vos chroniqueurs. Lors du sommet de l'OPEP en 1974 à Alger, il y a eu une réconciliation grâce au président algérien à l'époque, monsieur le feu Boumedienne, entre le Shah d'Iran qui était, on le savait, qui était chiite, et Saddam Hussein, qui est le vice-président irakien. Et lors de ce sommet-là, on reviendra une deuxième fois sur l'information historique, il y a eu comme quoi une vaticanisation, le Vatican des lieux saints de la Mecque, ainsi de suite, à tour de rôle, rotation entre les pays musulmans. Et la caisse serait été pour tout l'ensemble de ces pays. Donc, monsieur Tariq Mami ou vos chroniqueurs qui peuvent travailler la question, on peut en revenir. Voilà pourquoi. Merci docteur. Merci docteur, beaucoup. Très intéressant. Ouais. Absolument, merci Doc. À bientôt. Un dernier pour la route pour ce Libertad sur France Maghreb ce mercredi où vous l'avez appris, donc l'Allemagne est éliminée du mondial. Le tenant du titre repart à la maison et va remplir les soutes à bagages des avions qui sont nombreux à revenir. C'est bien, ils pourront écouter le LGF comme ça. Absolument. On va se mettre à parler allemand, vous allez voir. J'ai eu beaucoup de mal avec cette langue, j'ai du mal. Hein. Moi j'ai pris espagnol, j'ai pas eu de problème comme ça. Ah oui, moi j'ai fait plus allemand. simple. Hein. C'est une très belle langue. De quoi? L'allemand? Ah oui, je n'ai pas dit que c'était une pas belle langue, mais très difficile. Ouais, c'est une belle langue, mais j'ai l'impression que au lycée, il n'y a plus beaucoup de personnes qui la maîtrisent. C'est vrai. On progresse mieux en espagnol qu'en allemand. Bah oui, en même temps, c'est beaucoup plus facile. Hein. Oh là là, tout de suite. Vous savez que la grammaire espagnole est très très compliquée. Hein. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Aussi compliquée que la grammaire française. Et la grammaire allemande est très facile. Héros de la Luna. Voilà. Ah. Héros de la Luna. Hola. Hola Ticos. Hola, moi je connais rien par Bamos à la playa. Ah, la playa. Quoi bon, Bamos allez, à la playa. Il est temps qu'on y aille. Peut-être d'ailleurs un petit tour du côté de la playa. Vous savez qu'ils ont ouvert les baignades à Paris, là, du côté de la Villette. Ouais, dans le canal. Très bien. Quoi, oh là là, c'est bien, non? Moi, je sais pas. Ça te donne pas envie de te baigner? Non, pas tellement, non. Pas dans ces eaux-là que j'ai l'habitude de voir pleines de déchets, en tout cas. J'avais l'intention de vous proposer à tous les deux d'aller faire un saut. Ah non. Vous allez vous. Ah ouais? Je passe mon tour, ouais. Vous n'êtes pas des bons joueurs. Tu veux, je te prends en photo. Ouais, d'accord. Voilà. Mais tu me prends en photo que si tu le fais juste derrière moi. Ah non. Ah d'accord, ok. Allez, dernier, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, c'est Mounir. Salut Mounir. Paris. Salut Mounir de Paris. Qu'est-ce qui se passe? Tu fermes la boutique? Oui, voilà, je vais pas tarder à fermer la boutique. Oui. Non, mais nous on la ferme, nous en l'occurrence. Oui, vas-y. Voilà, bon, j'ai pas vraiment suivi, hein, mais j'ai cru comprendre que la Tunisie a pris une décision de boycott. Non, Mounir, on va rétablir les choses. C'est un appel des syndicats des imams tunisiens qui appellent le grand moufti de la République tunisienne à boycotter le Hajj. Voilà. Ah, ok, excusez-moi, j'ai cru comprendre que c'était le gouvernement tunisien. Non, absolument pas, non. D'accord, bon, en tout cas, voilà, je salue cette décision qui est très très courageuse. Oui. Et voilà, je tenais à le dire, et très franchement, même si c'est vrai, c'est une obligation pour tout musulman, il est vrai que si tous les pays arabes faisaient pression sur l'Arabie saoudite, j'ai envie de dire,
peut-être que ça ferait quelque chose. Voilà, je tenais absolument à le dire. Pour cela, il faudrait qu'ils arrêtent de travailler avec l'Arabie Saoudite, déjà pour la plupart des pays arabes. Hein. C'est très très courageux pour les Tunisiens. Hein. Moi j'en suis un, je vous le dis. Hein. Mais je dis pas ça parce que je suis tunisien. Bon, ça aurait pu être des Algériens ou des Marocains, etc. Mais voilà, il faut qu'on soit unis et c'est très très bien. Mounir, voilà. Ton pronostic demain pour la Tunisie face au Panama, si vous gagnez pas demain, franchement, c'est la chouma. Hein. Contre le Panama ? Ouais. Si on fait pas 5-0, écoutez, il faut qu'on arrête de jouer au football. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Salut Mounir. Salut, merci à vous. Aïchek, merci beaucoup. Bon, c'est terminé. Merci ma belle Nargis. De rien. Et puis à toi. mon beau Damien, la semaine prochaine. J'attendais ça justement. Oui. Demain, un autre plateau, ça va discuter certainement autrement. Yasser Louati, Anan Zawani, Enver de Santos. Demain, entre 16h et 18h. À chaque jour, sa spécificité, nos chroniqueurs qui viennent apporter leur petite pierre à l'édifice. Merci à tous, bonne soirée, restez bien à l'écoute de votre radio. Dans un instant, c'est DJ Nabil, celui qui est très content de l'élimination de l'Allemagne. Parce qu'il y a son côté algérien qui ressort évidemment. Il se rappelle que l'Algérie avait fait un excellent match face à l'Allemagne mais qui avait malheureusement perdu. Pas du tout, mais oui, tiens, le nationaliste de chauvinisme Christophe, notre cher Christophe, qui est en train de parler pour moi, je n'ai rien dit du tout, bien au contraire. Tu t'as pensé tellement fort. Pas du tout, c'est une surprise. Oui, bien sûr. C'est vraiment une surprise, surtout venant de la part de l'Allemagne, qui est, je sais pas si tu te rappelles, au niveau qualificatif, ils ont fait un sans faute. Hein. De quoi? Au niveau des qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont fait un sans faute. Ah oui, d'accord, oui. Donc on est favoris, ultra favoris. Donc tu vois, ça surprend. Bon, tu vas me dire que les grosses équipes. Elles sont pas au rendez-vous. Votre pronostic là, tous les trois là, on est super en retard. Alors pendant qu'on y est, on s'en fout. Sur quoi? France, Argentine, France. Argentine 1-0. Alors moi je saurais pas dire mais je dirais Argentine aussi. Oh les patriotes de ouf. Non mais je l'aime cette France, je l'aime cette équipe, mais juste là. J'ai cru comprendre qu'elle avait pas bien joué. Même moi qui pas beaucoup. Même l'Argentine, je vous rassure. Même l'Argentine. Même l'Argentine n'a pas bien joué. Effectivement, l'Argentine a très mal joué. Ouais. Nabil. Je dirais France 2-0. Ouais. 2-0. Ouais, Mbappé et l'autre, comment il s'appelle celui de Barcelone. Qui l'autre? Les deux, Speedy Gonzalez. Ouais. Bon, moi je vais. Ouais, ça doit être ça. Moi je vais me mouiller. Je vous dis qu'il y aura un partout à l'issue du temps réglementaire et que ça va se finir au pénalty cette histoire. Oh là là. Vous allez voir. Ouais. Mais la France il est va bon passer sur les pronostics, Christophe. Hein. Oui, très bon. Hier j'ai pronostiqué la victoire de l'Argentine 2-1. Personne n'y croyait. Bon, je vous l'ai donné. Merci à tous. Bonne soirée. C'est en France Maghreb 2 dans un instant. Donc DJ Nabil, c'est ça? Jusque 20h. Il va se passer quoi? On va passer de la musique, c'est ça? C'est ça. Bon, ok, restez bien avec nous. Restez bien sur France Maghreb 2. Et on se retrouve nous demain à partir de 16h et on tâchera dans l'antenne à l'heure demain, c'est promis. Enfin, on essaiera en tout cas. Bonsoir à tous. Moins de 9% de grévistes désormais à la SNCF alors que c'est le dernier épisode de la grève qui a été lancée il y a 3 mois par l'intersyndicale. Grève que la CGT et Sudrail vont prolonger cet été lors des départs en vacances. Le bateau humanitaire Lifeline coincé en mer Méditerranée va finalement pouvoir accoster ce soir à Malte. Les 230 migrants qui ont été secourus vont être répartis entre plusieurs pays européens, notamment la France. Une personne de 26 ans morte des suites d'une rougeole. C'est la deuxième victime à succomber à la maladie depuis le début de l'année. Face à la recrudescence de la rougeole, le gouvernement appelle à se faire vacciner. Une opération de contrôle a été menée ce matin dans 2 boutiques parisiennes qui vendent des produits issus du cannabis. 3 personnes ont été placées en garde à vue. Les 2 boutiques ont été fermées dans la foulée. Une consultation va être lancée pour fixer les modalités du futur service national universel. Les bases du projet ont été posées ce matin en Conseil des ministres. Ce sera 1 mois obligatoire pour tous les adolescents, filles et garçons. La nuit dernière, une voiture a défoncé la vitrine d'une médiathèque de la Courneuve en Seine-Saint-Denis avant de prendre feu. Le bâtiment très endommagé a été fermé au public. Le maire de la ville, Gilles Pou, a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque qui a dévasté cette nuit la médiathèque John Lennon. Il invite à un rassemblement devant l'établissement demain à 18h30. Le verdict est tombé pour les 230 salariés de la charcuterie industrielle Jean Cabi. Leur usine près de Lille va mettre la clé sous la porte. Liquidation judiciaire, ce qui veut dire que les 230 salariés vont être licenciés. Spécialiste de la saucisse cocktail, l'entreprise Jean Cabi a fait faillite. Sport football, au mondial en Russie, dernier match de poule de l'Allemagne et du Brésil aujourd'hui. Ils jouent leur qualification pour les 8e de finale. À suivre donc en ce moment Corée-Allemagne et Mexique-Suède. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.